une autre circonscription, en l'occurrence le Centre-Atlantique. À son détour, le député sortant explique son choix. L'ancien maire de Rivière-Pilote évoquera également sa vision de la gestion municipale conduite par l'actuel premier magistrat Lucien Veilleur. 3 questions à Alfred Marie-Jeanne, c'est tout de suite dans le 19-20. Alfred Marie-Jeanne, bonsoir. Bonsoir. On vous présente comme un fin tacticien, comme un fin stratège. Est-ce que c'est ce qui explique votre candidature dans le Centre-Atlantique comme un véritable coup de sébi, on va dire? Ben, si je prends cet exemple qui ne me dérange pas du tout, les dés ont parlé et au 1er juin, les dés ont marqué 10 des glaces. Donc, par conséquent, a marqué la gagne dès le premier tour. Alors, quitter la circonscription du Sud pour celle du Centre-Atlantique, est-ce que cela veut dire que vous êtes devenu un homme politique hors sol, hors tiroir? Qu'est-ce que vous appelez tiroir? La Martinique est une, indivisible. Vous oubliez ça? Et que par conséquent, je suis, jusqu'à nouvel ordre, le député sortant, également, non seulement des 11 communes restantes dans la nouvelle circonscription du sud de la Martinique, mais également de 2 des 5 communes formant la nouvelle circonscription Centre-Atlantique, c'est-à-dire le François et le Robert. Donc, je suis libre de choisir la circonscription où ça me permet en même temps de relever les défis que vous venez de signaler et puis de laisser place à un jeune compétent. Ce n'est pas juste la possibilité d'aller récupérer un poste, tout simplement. Ah non, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé. Nous défendons, après moult réunions, avec, je pourrais dire, avec tous les partis qui avaient défendu à un moment donné l'article 74. Pourtant, nous ne remettons pas en cause la volonté populaire. Et dans un rassemblement circonstanciel qui s'était produit, qu'on appelait le RMS, le Rassemblement martiniquais pour le changement. Donc, on retrouve les mêmes. Ce qui veut dire, et quelques autres en plus, ce qui veut dire que c'était beaucoup plus facile pour nous de faire cela. Et c'est ainsi qu'en dehors de Jean-Philippe Linois, nous soutenons, vous le savez très bien, dans la circonscription centre, cela veut dire Fort-de-France, Francis Carole. Et puis sa suppléante Marie-Line Lesdema. Et puis dans la circonscription du Nord, nous soutenons dès le premier tour Marcelin Nadlo. Donc quand on regarde tout cela, on n'a que des jeunes aguerris, que des jeunes compétents, que des jeunes expérimentés, et que par conséquent, même si j'apparais comme le plus ancien, mais je dois vous dire, mon cerveau n'a pas pris une ride de plus. Alors, Jean-Philippe Nilo, que vous avez choisi pour le Sud, est-ce que ça veut dire qu'il est aussi compétent, plus compétent que vous pour le Sud? Vous savez, en cette matière, je ne compare pas les compétences. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas oublier que Jean-Philippe Nilo a quand même un bac plus 6. Les gens oublient ça, je suis obligé d'en parler. Il a fait à l'époque ce qu'on appelait un diplôme d'études approfondies. Supérieur. Il est même, ce diplôme portait sur l'économie. Et il avait pris comme option, si mes souvenirs sont exacts, le transport et l'aménagement du territoire. En plus, il ne faut pas oublier que lorsque je fus élu député pour la première fois, je l'ai choisi comme mon attaché parlementaire, pas le seul, son toit. Et que par conséquent, à l'époque, alors qu'il était surdiplômé, il était sans emploi. Il était sans emploi. Donc, à mes côtés, il a été obligé, comment dirais-je, de lire, de relire, d'analyser les projets de loi, les propositions de loi, et non pas pour rédiger mes textes, mais pour me dire sur ce sujet-là, il faudra faire attention bien. Voilà dans quel sens tu peux poser un amendement. Donc, à la limite, il s'est spécialisé. La preuve, puisque actuellement, tant qu'au conseil général qu'au conseil régional, on l'a nommé quoi? Président de la commission des textes et des règlements. Mais en le choisissant, en abandonnant, en quittant le Sud, est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous dise que vous avez abandonné cette population qui vous a soutenu pendant de longues années, qui vous a fait homme, on va dire? Mais c'est au contraire l'inverse. Partout où un Martiniquais se présente, il est chez lui.
Et puis je ne suis pas le seul cas typique. Prenons l'exemple du député sortant, je le nomme, ce n'est pas pour le critiquer, lui, Joseph Mouescou. Sa circonscription était où? Sa circonscription commençait à partir de Trinité, aller vers le Gaumont. Donc, il est dans le même cas que moi. Il choisit de faire quoi? De se présenter dans la circonscription où il y a la montée, il n'était pas là. Au Robert, il n'était pas là. Et comment dire, et au François, il n'était pas là. Donc, par conséquent, c'est le même cas de figure. C'est le même cas de figure pour tout le monde. Donc, ce que je veux dire, les circonscriptions ont été remaniées, redéfinies, découpées. Par conséquent, libre choix aux uns et aux autres de se présenter à partir du moment qu'on ne fait pas uniquement, comme je l'entends trop souvent ces temps-ci, du clochérisme. Alors, c'est un coup de dé, vous l'avez reconnu. Si vous réussissez, ce sera magistral pour vous. On est d'accord? Si vous le dites, c'est que c'est déjà confirmé. Non, mais si vous perdez. Où est le problème? Je ne vais pas avec l'idée de perdre. Vous savez, je souris parce qu'en réalité, c'est vrai qu'au départ, il faut l'avouer, des militants de tous bords, des sympathisants et même des gens non engagés dans la vie politique m'ont dit, mais est-ce que l'on ne lâche pas la proie pour l'ombre? Mais j'ai toujours appris, et vous êtes bien placé pour le savoir, que la meilleure défense, c'était l'attaque. Et une opportunité se présente, c'est pas moi qui ai découpé, amputé, charcuté les circonscriptions, donc il y a une possibilité de quitte au double. Eh bien, j'espère que dès le premier tour, en tout cas c'est l'appel que je lance, j'espère que dès le premier tour, les jeux seront faits. Mais pas seulement dans les deux circonscriptions que je viens de citer, mais dans les autres circonscriptions que j'ai nommées, à savoir Fort-de-France et le Nord, disons le Nord d'une façon générale. Alors pour cette mandature 2007-2012, quelles ont été vos 3 plus belles réussites à Paris? Si je mets en tête le fait que j'ai pu consulter démocratiquement le peuple martiniquais, on va me dire que je ne fais uniquement de politique. Mais écoutez, jusqu'à présent, pour rester sur ce seul petit sujet, si les patriotes martiniquais n'avaient pas quand même pris la tâche depuis François Mitterrand, en passant par Jacques Chirac, et vous terminez par Nicolas Sarkozy, on n'aurait même pas eu cette petite avancée. Donc j'admets que c'est un plus pour le pays. Regardez d'ailleurs comment les gens se battent. Mais ils se battent, non pas peut-être pour être députés, c'est pas ça qui se fait là. Il y a pléthore partout. Et ça me réjouit. Tout simplement pour chercher une place dans la nouvelle collectivité qui sera mise en place d'ici 2 ans. C'est comme ça, il faut voir les choses. Donc, par conséquent, voilà une action, à mon avis, qui n'est pas forcément déterminante pour l'avenir, mais qui est quand même suffisamment potente pour l'avenir. Et puis, il y a d'autres interventions que nous avons, sur lesquelles nous sommes intervenus. Qu'est-ce que je peux dire? Le haut débit. Qu'est-ce que je peux dire? Tiens, la TNT, nous sommes une télévision. Je rappelle que lorsqu'on a parlé de la TNT pour la première fois, ben, je suis intervenu, j'ai écrit à l'Assemblée pour dire qu'il fallait réserver un bouquet qui permettrait, je dis bien avant, hein, aussi bien à TV que quoi? Que Zouk TV, que KMT, de pouvoir en bénéficier. C'est pas chose réalisée. Donc, vous trouvez que c'est pas énorme ça? Non, je vous écoute. C'est le pluralisme démocratique. Et que par conséquent, moi je suis pour la démocratie, je suis pour que les gens s'expriment. Donc par conséquent, voilà une deuxième action. Je dois dire que l'on avait fait fonder ça en plénière. J'avais fait des démarches personnelles. Et qui plus est, on avait fait un vote. Et pratiquement ce vote est passé. Donc je me réjouis de tout cela. Donc vous considérez que votre bilan il est très positif? Il est suffisamment positif pour que vous en parliez lorsque je ne serai plus sur cette table-là. Quand vous regardez dans votre rétroviseur politique, est-ce que vous considérez que vous avez bien assuré la transition?
Je pense, et je viens de le dire déjà, que le témoin a été remis dans des mains expertes. On disait qu'il faut des jeunes, nous n'avons que des jeunes partout. Jean-Philippe en est le symbole, le témoignage. Compétent, je l'ai déjà rappelé. Expérimenté, je l'ai dit. Honnête. Et puis, ce n'est pas un opportuniste, c'est un travailleur. Et puis, quand on regarde bien, il est très pondéré, en fait. Il revient à la charge sans insulte. Moi, je crois qu'il a toutes les qualités requises pour faire un bon député. Je vous rappelle d'ailleurs que souvent de fois en France, il y a eu des gens qui sont devenus députés, même ministres, en commençant justement par être des anciens, par être des collaborateurs de députés. Ben, il a été mon collaborateur. Je pense qu'il est totalement apte à occuper ce poste-là. J'ai deux dernières questions pour vous. La présidentielle, c'est dans environ un mois. Vous avez fait votre choix comme candidat? Non, je n'ai jamais. Mon choix est bien connu. Je ne me mêle jamais des présidentielles. Par contre, chaque fois qu'un président est nommé, je traite avec quel que soit le président que le peuple français a mis en place. Dernière question concernant la ville de Rivière-Pilote, c'est dans 2 ans. Vous avez déjà fait un choix, là aussi? Non, parce qu'il ne faut pas précipiter les gens. C'est une préoccupation pour vous? Pour le parti? C'est une préoccupation, je ne vais pas dire secondaire, parce que, vous le savez, effectivement, au sein de la municipalité, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Pas dans le sens de la malversation. Vous savez que, je ne veux pas dire, vous savez bien que il y a des difficultés que vous connaissez très bien, donc ce n'est pas le moment de l'étaler, mais le moment venu, une fois que ce sera terminé, je vais en parler plus. Après les législatives, vous allez en parler? Ah oui, sans nul doute. Ah oui, sans nul doute, parce que trop de bruit court inutilement sur le comportement des uns et des autres. Je n'ai jamais, je le dis, demandé au maire qui est là actuellement de s'en aller. C'est la question que j'allais vous poser. Jamais. C'est l'inverse qui s'est produit. Et c'est moi qui lui ai dit de rester. Il voulait s'en aller. Et il voulait s'en aller depuis quelque temps déjà. Il voulait s'en aller depuis qu'il était président de la commission des finances. Au conseil régional? Oui, parce qu'il se sentait un petit peu en difficulté. Sa santé commençait à défaillir, je le dis objectivement. Ce n'est pas pour le nier. Il est venu me voir pour s'en aller, je lui ai répété, je lui ai dit jusqu'à présent, que tout le monde entende, qu'il reste à son poste et qu'il fasse comme moi, qu'il ne démissionne pas, mais reste là. Alfred Marie-Jeanne, merci. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Le temps qui nous était imparti est terminé, mais j'imagine que nous aurons l'occasion d'en reparler après les élections. On aura l'occasion de reparler et je viens vous dire, je dirai toute la vérité à ce niveau-là. Merci. Personne ne pourra me démentir. Merci Alfred Marie-Jeanne, très bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq. Toute l'info locale dans le 19-20 sur ATV. C'est la fin de ce 19-20. Rappel tout de suite des principaux titres développés dans notre édition. Le préfet va dans le sens d'Alfred Marie-Jeanne. Dans un courrier adressé en fin de semaine, Laurent Prévost estime que les comptes de la région en 2009 apparaissent en équilibre, à ce qui contredit la conclusion de l'audit commandé par l'équipe de Serge Letchimier qui faisait... Bon, ce n'est pas... Mais pour l'instant, nous avons dans ce groupe-là fait une ouverture nous avons fait une ouverture vers, et c'est public, une femme et un homme, c'est-à-dire Pierre Petit et Génie Dulis. Ce sont des personnes très progressistes, je le dis publiquement, que j'ai une certaine sympathie, même beaucoup de respect pour M. Petit, mais on n'a pas prévu d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà. Alors, voilà. Et ceci étant dit... Ce n'est pas à l'ordre du jour en ce qui nous concerne. Bon, ça c'est... Et tu as bien compris que nous faisons référence à une démarche institutionnelle. D'accord. Ce n'est pas une majorité qui veut dans ce budget, c'est un président, parce qu'il en a la responsabilité. D'accord. D'avoir aidé les communes par le biais du SDIS
pour pouvoir régler un problème lié à la perte des moyens financiers de la part... Mais monsieur le sieur, je suis content que vous demandiez ça. Mais là, on traite un monde pour manger, on va commencer par dire merci du repas. Non, mais tu as invité, donc tu dis merci. Non, c'est-à-dire on a fait ce geste. Bon, je taquine, je peux me permettre de dire André Dédé. Mais je l'aurais fait pour l'autre aussi, n'importe qui. Et donc, nous avons effectivement, est-ce que nous pouvons maintenir systématiquement cette aide? On en avait dit 1 an, nous fait 2 ans, ou les 3 ans, ou les 4 ans. Il faut arrêter à un moment donné. Et on avait dit clairement que cette aide était ponctuelle et qu'on apportait cette aide en demandant aux communes de se restructurer pour optimiser leurs moyens. Alors, est-ce qu'on remettra cette aide? Les débats des orientations budgétaires ayant eu lieu le mois dernier, je vois. Je ne vais pas revenir sur les débats des orientations budgétaires, je vais me contenter à l'analyse, évidemment critique, parce que c'est notre rôle, de votre proposition de budget primitif. Alors d'abord, nous constatons qu'après moult renvois, nous arrivons enfin au vote de ce budget primitif pour 2012. 15 jours avant la date limite légale, puisque il faut qu'au 31 mars, nous l'ayons voté. Nous réagissons par rapport aux documents que nous avons envoyés. D'abord, déjà, ça commence par le mot du président. C'est ce mot du président qui a introduit l'exposé des motifs. Alors, je ne peux pas réagir par rapport au mot du président qui vient d'être dit là. J'ai réagi, nous avons travaillé par rapport au mot du président écrit qui nous a été adressé. Que ça soit bien clair pour ceux qui nous écoutent. Et là, lorsque nous l'avons analysé, nous constatons qu'il est exagérément annonceur. Il y a beaucoup d'annonces. Il y a des qualificatifs grandiloquents. Audacieux, il est plus courageux, audace, ambition, etc. C'est bien de dire tout ça, ça c'est des intentions louables. Mais l'examen détaillé de votre projet de budget, lorsque nous regardons dans le détail, pour voir s'il y a adéquation entre ces annonces, ces qualificatifs et la réalité, on voit qu'en réalité, qu'il y a des annonces, mais qui sont démenties par les chiffres, et je vais essayer de le démontrer. Si dans votre conclusion du mot du président, vous avez souhaité, et je cite, vous avez souhaité un débat démocratique, nous espérons qu'il le sera. Que le débat démocratique fasse la démonstration au peuple de Martinique qui nous observe, des hommes et des femmes qui sont singulièrement tournés vers une ambition collective de porter plus haut d'autres pays. Fin de citation, je souscris tout à fait à ça. Mais vous avez cru devoir introduire à la fin de votre mot du président des propos, excusez-moi, mensongers et inutilement agressif vis-à-vis de la gestion de la mandature précédente d'Alfred Marie-Jeanne et des Patriotes. À savoir que vous porteriez, je cite, un lourd héritage, tant en matière de déficit comptable qu'en matière d'engagement pluriannuel globalisé qui hypothéquerait les possibilités pour la collectivité. Fin de citation. Ces propos sont exagérément agressifs, puisque d'ailleurs, ce que vous venez de dire d'ailleurs à l'instant, montre que vous avez toute une possibilité, toute une marge de manœuvre qui vous permet d'avoir une politique audacieuse. Donc si vous aviez ce lourd héritage, je pense que ça aurait été plutôt vous chercher à combler l'héritage. Mais là, je vois vous partez dans des enlèvements. D'ailleurs, j'ai constaté hier, nous étions dans une commission ad hoc, commission mixte, pour la mise en place de la collectivité unique, un conseiller régional d'ailleurs qui est de la même tendance que vous s'inquiétait de cette augmentation de l'endettement qui va être laissé en héritage à la collectivité unique, puisqu'il semblerait qu'il y a déjà une somme importante qui va être apportée
un point important de la dette apporté par le Conseil général, et peut-être très légitimement, il s'inquiétait qu'à l'addition des deux fasse un peu très lourd. Mais en tout cas, si vous pouvez lancer une politique, comme vous avez rappelé à l'instant, d'endettement, c'est que ce que vous avez trouvé dans cette maison vous le permettait. Donc je ne comprends pas pourquoi on continue 2 ans après à répéter des choses qui ne nous paraissent pas exactes. Donc, si on veut avoir une sérénité dans les débats, je pense qu'il faut un de ces jours arrêter ça, parce que nous sommes en état, à ce moment-là, de légitime défense. Nous ne pouvons faire autrement que de répondre au même niveau. Ce qui était au mois de décembre dernier, le 23 décembre dernier, de l'aveu même des représentants des cabinets d'audit que vous aviez unilatéralement choisi, qu'une présomption de déficit. C'est ça qui était dans leur texte, présomption. Donc nous avons amplement démontré l'inexistence, est devenu, dans votre mot du président, un lourd déficit comptable. On dit que c'est ridicule. Je note en passant, d'ailleurs, parce que j'avais déjà fait allusion à cela dans mon intervention le 23 décembre, que les experts que vous avez choisis, là, dans les cabinets d'audit, les professeurs, je ne prends pas la peine de redire leur nom, mais j'ai retrouvé leur nom comme intervenant dans les états généraux de la finance locale de Martinique, qui a été organisé pour les élus et les cadres territoriaux sur le campus les 9 et 10 février dernier par l'UAG et le centre d'études Zeremia. Je l'ai trouvé comme ça fait par hasard. Les mêmes qui étaient dans les cabinets d'audit. Notez, puisque c'est l'une de nos fonctions, hein, c'est de porter l'information à tout le monde, même si ça déplaît, on prend des risques. Mais le coût total, d'ailleurs, en notant en passant, hein, le coût total de ces états généraux des finances locales, 68 000 €, dont la région a pris la charge de 80% du coût, pour 2 jours de formation. 55 120 €, 2 jours de formation. Donc c'est, je note en passant, quelle indépendance de ces experts, puisque c'est eux qui, à votre demande, étaient venus auditer les comptes d'Alfred Marie-Jeanne. Bien. Toujours est-il que leur présomption est devenue une certitude pour vous et c'est un lourd héritage. Je rappelle que lors de la séance du 19 janvier dernier, puisque vous aviez préparé un projet de DM tardif, mais néanmoins, dans lequel vous avez voulu reprendre certaines des conclusions de ces fameux audits. Nous avions, 19 janvier dernier, disais-je, largement démontré que si ce déficit présumé avait existé, c'était de quoi, de 13,7 millions, avait existé en fin 2009, mais il aurait été largement couvert par les recettes exceptionnelles, non prévues à l'origine, qui sont entrées dans les caisses de la région, et grâce au travail, au sérieux travail fait par Alfred Marie-Jeanne et les patriotes, puisqu'il y a eu des recettes qui ont été générées par les actions que nous avions menées. Je les rappelle pour mémoire, puisqu'on parle de l'héritage. On ne parle pas de cette partie de l'héritage. Quand on parle de l'héritage, il faut voir les deux côtés, le positif et le négatif. Alors j'ai un doute sur le négatif, j'ai même un doute, mais sur le positif, c'est réel, puisque ce sont des sommes que j'ai prises dans des documents que vous nous avez transmis. Les 4 millions de retours FEDER pour les réalisations d'opérations du réseau routier, fait avant 2009. Les 7 millions de dotations globales de décentralisation pour compenser des charges générées par le transfert depuis la loi d'août 2004 des agentos, des sommes qui n'étaient pas inscrites dans le budget, qui sont arrivées en plus, des recettes inattendues. Les 10 millions reçus des assurances en compensation des dégâts causés par le séisme d'octobre 2007, qui sont arrivés là en fin 2010, 2011. Je note en passant que, heureusement que la région a une assurance sur ces bâtiments, parce qu'il y a certaines collectivités qui sont leur propre assurance. Lorsqu'il y a des dégâts, ils doivent trouver des sommes pour faire les dégâts. Là, nous avions des assurances. Une assurance qui a fait une recette inattendue qui est arrivée. Les 5 millions de FSE
générés par les formations professionnelles réalisées avant 2009. Quand vous additionnez tout ça, je répète ce que j'ai dit en janvier, ça fait 26 millions. Alors s'il y avait un déficit présumé de 13,7 millions, eh les 26 millions de recettes inattendues supplémentaires l'auraient largement commencé. Mais on ne parle pas de ça dans l'héritage. C'est pourquoi je dis qu'il y a des propos inutilement agressifs qui fait que nous ne pouvons pas mener toujours les débats sereins, nous sommes obligés de répondre. Que si nous ne répondions pas, ça veut dire que nous serions d'accord. Alors, maintenant, regardons un peu plus près de votre budget. Vous aviez, puisque c'est la règle qui est imposée, indiqué des engagements pluriannuels globalisés. Vous aussi. Mais dans votre mot du président, voilà ce qui est dit, je le citais. S'agissant des engagements annuels globalisés qui hypothéqueraient les possibilités de la collectivité. Nous allons comparer votre pratique à celle de votre prédécesseur. Dans le vote du budget 2012, le volume global des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, c'est 800, ça a été rappelé tout à l'heure, 835 850 000. 835 millions, plus de 835 millions. Pour un chiffre rond, 836 millions. Si l'on ajoute les montants qui ont été votés en 2011, pour ces 2 années, vous êtes déjà à 1,330 milliard. Donc c'est prétentieux, c'est bien. Il faut avoir de l'ambition. En 2 ans. Eh bien, à titre d'information, je suis allé regarder avec les documents de mes archives les 3 dernières années. Si on prend les 3 dernières années, 2008, 2009, 2010, sous la mandature d'Alfred Marie-Jean et des Patriotes, ce qui apparaissait pour ces 3 années, c'est 430 millions. Comparez votre montant en 2 ans et le montant sur les 3 dernières années. Si je prends depuis 2005, la totalité de la mandature, 2005 à 2010, 1,4 million d'engagement, 1,4 milliard d'engagement globalisé. Alors c'est ça qui hypothéquerait gravement vos possibilités. Ce n'est pas si gravement hypothéqué, puisque vous, en 2 ans, vous faites déjà plus que ça. Donc, je ne sais pas si c'est vous-même qui avez rédigé ça, mais vous comprenez que ce texte est fait en votre nom, il porte des accusations, mais évidemment, comme moi j'examine, je vois que ces accusations pourraient s'appliquer à votre pote politique. Donc je dis qu'il faut qu'on soit donc très prudent. Parce qu'en 2 ans, vous avez déjà engagé la collectivité à un montant plus élevé que celle où nous l'avions engagée pendant les 6 années précédentes. Alors quel lourd héritage vous allez laisser pour la collectivité unique? Presque plein de ceux qui auront la responsabilité de cette collectivité unique. Maintenant, arrivons aux documents comptables que vous nous avez transmis. De la paille 6, je sais ce qu'on va me répondre. Dès la paille 6, apparaissent les chiffres. Nous constatons que les informations générales nous apprennent que vous avez déjà, hélas, mis la région en difficulté. Mais oui, qu'est-ce que nous constatons dans le document que nous avez transmis? Alors je note bien qu'arrivé ici, on nous glisse sous la main, on n'a même pas eu le temps de l'examiner dans le détail, ce que le rapporteur de la Commission des finances a appelé un erratum. Il aurait dû dire errata, puisque le pluriel en latin de erratum, c'est errata, comme il y a plusieurs erreurs qu'il dit avoir commis, donc c'est des errata. Et l'errata a consisté à gommer des chiffres que nous aviez transmis. J'ai noté rapidement, en lisant rapidement, en l'écoutant aussi, en lisant rapidement le fameux errata, il paraît que c'est la moulinette d'un logiciel qui a sorti ces chiffres.
C'est ça qui est marqué, la moulinette informatique. De quoi il s'agit? Si j'ai bien compris, vous avez un logiciel qui est fait sur le modèle de l'instruction des finances financières, du M71, qui inscrit automatiquement à chaque fois que vous introduisez une recette, il totalise. Quand vous introduisez des dépenses, il totalise. Et puis il calcule la différence entre les recettes et les dépenses. Et qu'est-ce que ce document que vous nous avez transmis nous révèle? C'est que vous avez dépensé plus d'argent que vous n'avez reçu. Et ça se traduit par un déficit de 14,5 millions. Et même le logiciel est aimable parce qu'il avait déjà réintroduit le solde d'exécution de 2010, l'année de -2. Alors, les dépenses sont en moins, les recettes en plus, le solde positif de l'année précédente est en plus, ça nous donne un déficit. Ce n'est pas parce que vous avez fait un errata rapidement, vous avez passé d'une gomme là-dessus, que la réalité n'est pas là. C'est dommage que le payeur ne soit pas là. Mais je l'interpelle, que ce soit l'endroit où elle est. J'aurais souhaité que vous puissiez l'interroger et l'autoriser à nous confirmer ou infirmer ces chiffres. Alors, je sais qu'on nous dit en commission des finances, le compte administratif n'est pas encore voté. Il paraîtrait que ce logiciel est fait pour les collectivités qui votent d'abord le compte administratif et qui ensuite voteraient leur budget après. Moi, je siège de notre collectivité. Je vois que cette collectivité nous a toujours donné, au moment où nous votons le budget, des indications sur l'exercice qui vient de s'achever. Et c'est ce que le logiciel prévoit. En tout cas, c'est vous qui m'avez transmis le document sous votre signature. Ce document, je le constate, que vous avez déjà mis notre collectivité en difficulté de 14,5 millions, ce qui signifie que ça me confirme dans des plaintes qui vous ont été adressées et dont j'ai eu copie, d'entreprises qui tardent à recevoir leur dû pour des travaux exécutés, de bénéficiaires de subventions à qui on envoie un courrier pour leur faire savoir que soit la plénière, soit la commission permanente avait pris telle décision en leur faveur, ils ont reçu la notification et ils désespèrent de voir arriver ces sommes annoncées sur leur compte. Bien, on voit la signification là. Au total, il y en aurait pour 14,5 millions au 31 décembre de notifications de dépenses annoncées, mais qui, hélas, n'ont pas correspondu à des paiements. En tout cas, voilà déjà une première chose que je voulais noter. J'espère que vous allez nous répondre là-dessus, autrement en disant non, non, c'est une erreur, vous n'avez pas dû avoir ce document. Parce que, je ne sais pas, la machine, ouais, elle-même, le logiciel n'aurait pas inventé ces chiffres. Nous poursuivons. S'agissant des recettes dans votre projet de budget 2012, plus précisément, les recettes affectées aux investissements. Alors, on va aller vite, l'adresse. Dotation régionale d'équipement scolaire. Vous trouvez à la page 29 du document comptable. Un peu plus de 26 millions. Cette somme est affectée. Et précisément, chaque région doit inscrire cette somme pour la reconstruction, grosse réparation, à l'équipement des établissements relevant du code de l'éducation, des établissements d'enseignement, la construction de lycées, les écoles de formation maritime et aquacole, l'école d'éducation spéciale. Voilà donc à quoi c'est prévu. Vous avez la taxe sur les carburants. Vous avez évalué à 44 millions. Mais nous espérons qu'on aura les 44 millions, puisque malheureusement, on a constaté que la dieselisation du parc fait que la recette diminue d'année en année. Donc, disons 44 millions. Ça me paraît optimiste, mais en tout cas, c'est ça qui est noté. C'est là aussi une recette affectée. Nous constatons que ces deux recettes affectées font déjà à peu près 70 millions. 26 plus 44. Si on ajoute le fonds de compensation de la TVA, que vous avez évalué à 13,3 millions à peu près, 13,4 millions, on voit que grosso modo,
vous avez donc des recettes affectées aux investissements de 83,4 millions. Maintenant, si on compare cette recette qui est affectée à l'investissement aux investissements que vous comptez faire sous maîtrise d'ouvrage régionale, ce qui fait partie des compétences propres de la région, et qui figure dans les comptes 21 et 23, c'est-à-dire ce qui s'appelle immobilisation corporelle, immobilisation en cours, grosso modo, ça fait à peu près 84 millions. Pourquoi j'ai donné tous ces chiffres? Simplement pour mettre en évidence que les investissements faits par la région elle-même seront faits avec les recettes propres de la région et les recettes affectées à l'investissement. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour faire ses propres travaux, la région n'avait pas besoin d'emprunt. Or, il y a un emprunt qui est fait. Notez que dans les recettes d'investissement, je n'ai pas noté les crédits attendus de l'Union européenne, en particulier celles du FEDER, qui sont destinés aux investissements. Puisque, en 2011, j'ai noté d'ailleurs qu'il y avait était prévu 4 millions de FEDER, vous, pour les routes, vous mettez 14 millions 4. Je dis en passant, et prenez date, que cette recette ne nous paraît pas certaine. Ce montant ne nous paraît pas certain. Parce que lorsqu'on regarde dans le livre des recettes, qu'est-ce que l'on voit? Parce que la recette FEDER, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un remboursement de travaux que nous avons effectués, payés. Pour le moment, dans les routes, en particulier sur la partie TCSP, ce qui a déjà été certifié, c'est l'échangeur du canal du Lamentin, c'est la pénétrante ouest au travers du port. Tous les autres chantiers qui sont indiqués ne sont pas encore réalisés. D'ailleurs, ils tardent trop, selon moi, à passer en phase de travaux. Eh oui, parce qu'il faut avouer que depuis 2 ans, nous n'avons pas vu beaucoup de travaux sur l'autoroute. Hein. Alors, ces jours-ci, devant les caméras de la télévision, on démolit des immeubles à Sainte-Thérèse, mais je n'ai pas vu de travaux. Or, nous tous, nous savons que les retours du FEDER, c'est à partir de justificatifs. Ce n'est pas des annonces et des programmations qui donnent l'argent. Alors, on peut aller programmer et dire, ouais, on va consommer, mais si le travail n'est pas fait, et d'ailleurs, l'un des conseils consultatifs disait qu'il faut se préoccuper de la mise en route pour si on veut véritablement avoir les crédits. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, c'est ce qui me permet de dire que ces recettes-là, je pose la question, ces 14 millions 4 attendus au titre du TCSP, si elles n'ont pas été surévaluées. D'autant plus que j'observe, mais c'est mon rôle de dire ça, même si on va me le reprocher, de dire que dans la liste des opérations que vous avez mises sur la rubrique TCSP, toutes ne concernent pas le TCSP. Écoutez bien ce que je dis. Il y a des travaux de finition qui sont faits sur la section de l'autoroute entre Dillon et le pont de la Pointe-Sable, n'ont rien à voir avec le TCSP. Il y a des travaux qui ont été faits sur l'échangeur de la Pointe-Sable, n'ont rien à voir avec le TCSP. Il y a des travaux qui ont démarré entre l'échangeur de l'aéroport et Carrère pour créer la 3e voie, que je connais bien, nous avions étudié ça, nous. Quand vous êtes arrivés, elle était prête à passer en phase DCE et chantier. On essaie de dire que c'est lié au TCSP, bon, si l'Europe l'accepte, tant pis. Mais en tout cas, c'est mon devoir de dire ça. Je sais qu'on va peut-être le reprocher, c'est parce que j'aurais dit ça que l'Europe ne va pas l'intégrer. Bref, le TCSP, la branche du TCSP entre l'aéroport de Carrère, entre l'aéroport et Carrère, c'est pas par là que ça passe. Bien. En tout cas, si c'est destiné, et nous allons revenir là-dessus dans le débat du point 2, à gonfler les chiffres de programmation annoncés, tant mieux. Mais en tout cas, mon devoir, comme responsable de l'opposition, c'est de faire la transparence et de dire les choses. Alors, donc vous voyez que vous avez une recette affectée pour l'investissement et vous avez un programme d'investissement. Mais je constate que le programme d'investissement propre de la région est couvert par des recettes. Or, vous avez prévu un emprunt de 70 millions. Question,
À quoi servira-t-il? Donc nous allons regarder. En clair, la région n'utilisera pas cet emprunt pour réaliser ses propres travaux, mais pour financer et enrichir. Parce que c'est ça le but de l'investissement, enrichir le patrimoine d'autres. Dans ces autres, il y a à la fois des privés et le public. C'est ça qui est la règle. Ce n'est pas illégal. C'est ça qui est la règle. Les privés, c'est les entreprises que nous aidons. Le public, c'est les communes et les autres EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Alors, si on observe à la page 21 du document comptable, qu'est-ce qu'on voit? En 2011, la région, parce que moi j'ai fait une comparaison, le budget primitif à budget primitif, parce que c'est ça que les lois prévoient. Je constate d'ailleurs dans les documents que vous nous donnez, cette comparaison est faite globalement, mais il aurait été utile, me semble-t-il, de le faire chapitre par chapitre ou fonction par fonction. Bref, en tout cas, nous l'avons fait, et je vais vous dire mais le résultat de notre analyse. En 2011, c'était 74 millions. En 2012, vous annoncez 125 millions. Donc plus 68, 53%. De quoi je parle? C'est les subventions qui vont être données à des tiers pour l'investissement. Donc, ça gonfle considérablement. Donc, en réalité, l'essentiel de ces dépenses-là, leur mode de financement, c'est l'emprunt. C'est ça mon raisonnement. Maintenant, regardons les choses dans le détail. Dans cette somme, j'ai mis de côté tout ce qui était privé. Les bénéficiaires sont des privés, sociétés de droit privé. Pour regarder ce qui était dans le public. Sur cette masse d'argent, 30 millions en crédit de paiement pour le public, c'est-à-dire les communes et les PCI. 30 millions. C'est ça qui est les chiffres que j'ai pris dans le document. Mais je note simplement, pour mémoire, que sur ces 30 millions, 53% seront investis sur le territoire de Fort-de-France. Soit par la commune elle-même, soit par un EPCI qui évolue là. C'est-à-dire que pour une partie du territoire qui représente 25%, moins de 25% de la population, c'est 53%. Et les 75 autres % de la population seront se partager les 47%. C'est ça qui est le jeu. Puisque 15,9 millions sur 30 millions seront investis sur le territoire de Fort-de-France. Je n'ai rien contre le territoire de Fort-de-France. Encore faut-il, mes camarades qui sont de Fort-de-France ont examiné qui seront les bénéficiaires. Sur les 90 millions d'habitants, qui seront les bénéficiaires de cet investissement sur Fort-de-France. Mais c'était mon devoir de mettre en évidence ces ratios. Or, ça figure dans le chapitre qui s'appelle Développement du territoire. Alors je dis pourtant dans les annonces, on parle de rééquilibrer le territoire. Beaucoup se plaignent qu'on a trop concentré tout dans le centre, qu'il faut rééquilibrer. Vous avez des grands projets de rééquilibrage auxquels tout le monde peut adhérer, mais le problème, c'est qu'on regarde la vérité des chiffres, l'essentiel de l'investissement continue à se faire au centre. Donc, je ne vois pas très bien comment je travaillais sur les crédits de paiement, parce qu'il y a les annonces et puis il y a les crédits de paiement. Les annonces, c'est les intentions, les crédits de paiement, c'est ce qu'on va faire effectivement. Yeah. Il y a un autre point qui a attiré mon attention. Ce sont les frais de personnel. On constate que les frais de personnel passent de 42,5 millions au budget 2011 à 52 millions en chiffre rond au budget 2012. Plus de 22% d'augmentation. Alors, il nous est dit que ouais, c'est pour assurer les promotions, etc. Mais ce n'est pas ça seulement. En tout cas, nous disons attention. Parce que nous voilà sous la même pente que la ville de Fort-de-France, pente qui a été dénoncée par la Chambre régionale des comptes dans son rapport public adressé au maire de la capitale le 8 décembre dernier. Après que la Chambre régionale des comptes
ait examiné les comptes de 2004 et 2010, il y a eu plein d'observations sur les frais de personnel. On lui avait annoncé que ça allait diminuer. Il constate que ça n'a pas diminué. Je vois qu'ici, on est déjà parti à 22% sur 2 ans. Maintenant, les instructions légales disent que vous devez nous informer sur les personnels titulaires et non titulaires, leur situation au 1er janvier 2012. Je note que dans le document joint en annexe au document comptable, il y a 2 annexes sur lesquelles j'attire l'attention. Il y en a une annexe qui s'appelle C1, qui donne l'état du personnel titulaire. Alors je note et je vous remercie, c'est une demande que nous faisions depuis très longtemps, qu'il y a 952 agents. Et puis il y a une annexe qui s'appelle C1.2, qui doit indiquer les détails pour les agents non titulaires. Le total n'était pas fait. Moi j'ai fait le total, j'ai bien noté qu'il y a 52 agents non titulaires, 47 cadres A, 1 agent de catégorie B et 4 agents de catégorie C. Moi, j'ai l'impression que le chiffre que nous avez donné pour les catégories C a été minoré. C'est pourquoi je vous interpelle là-dessus. Parce que comment je vois le nombre d'agents que je croise dans les couloirs, j'ai l'impression qu'ils sont bien plus nombreux que 4 en catégorie C. Donc je demande, est-ce que vous confirmez ce chiffre? Ça, c'est la première question sur cela. Deuxièmement, il y a une catégorie d'agents ici qui ne sont pas mentionnés dans ces annexes. Vous nous avez annoncé l'autre fois que vous aviez recruté des apprentis. Je vous avais d'ailleurs demandé le nombre. Vous m'aviez promis que vous me transmettrez le nombre. Mais je vois que dans les annexes, il n'y a pas le nombre d'apprentis. Ni là où ils sont affectés, etc. etc. Il n'y en a pas. Pas marqué. Est-ce que c'est des apprentis de niveau 5, de niveau 4, de niveau 3? Nous n'avons pas. Il n'y a pas de transparence là-dessus. Il n'y a pas d'information là-dessus. Enfin, ce qui me semble plus grave et qui fait obstacle à la transparence et à l'information complète des élus, que cette annexe C1.2 qui doit donner l'état détaillé des agents non titulaires est complètement renseigné. Eh bien, je suis allé sur le site officiel, site internet, colloque.bercy.gouv.fr. J'ai récupéré, je l'ai là, le document modèle que vous devez nous remettre. Eh bien, figurez-vous que ce document modèle, il a indiqué que lors de la présentation du budget primitif des régions, l'annexe C1.2 doit contenir une colonne intitulée « Rémunération ». Rémunération. Et qui doit indiquer la rémunération en euros annuels bruts de ces personnels non titulaires. Parce qu'il y a un distinguo qui est fait par la note officielle. Pour le personnel titulaire, il suffit d'indiquer les indices, l'échelle indiciaire. Et tout un chacun qui connaît la valeur d'un point d'indice peut connaître le salaire brut. Mais pour les non titulaires, comme il y en a certains que vous recrutez hors échelle indiciaire, vous aviez l'obligation de donner les montants en euros annuels bruts. Cette transparence est nécessaire. Parce que vous avez bien vu que s'appuyant sur des rumeurs, l'un de mes collègues avait porté à la connaissance de la population un montant qui circulait. Vous vous êtes empressé, en le traitant de tous les noms, de communiquer ce que vous n'avez pas eu être le bon chiffre. Eh bien, je ne comprends pas. Pourquoi pour pas simplement faire aujourd'hui la transparence, ainsi que la loi vous le contraigne de le faire. Vous n'avez pas rempli cette colonne. Vous avez fait un erratum là-dessus, puisqu'on a blanchi, on a même fait disparaître le mot rémunération. Dans l'annexe que vous avez donnée, le mot rémunération est disparu. La note en bas de page qui dit que sur la tête mis en euros annuels bruts a disparu. Je tiens le document, en tout cas j'ai donné l'adresse du site où vous pouvez le récupérer, à votre disposition. C'est notre devoir de réclamer la transparence. Parce que j'ai bien lu. Monsieur Marie-Sainte, vous êtes à 30 minutes, 35 minutes. J'ai bien lu. Conclure. Mes collègues m'ont donné un petit peu de leur temps de parole, parce que je parle au nom du groupe. Ils vont faire des interventions pour des points particuliers. Non, mais j'ai bien noté maintenant, je sais que ce que je dis fait mal. Pas du tout. Si je totalise ce qui a été dit par votre rapporteur et par vous-même, je pense que vous allez dépasser. Maintenant, si vous limitez le temps de parole de l'opposition, non, j'ai bien. Allez-y. C'est pas une question. Allez-y.
Bien. J'ai bien noté que vous avez pris le temps de parole de vos collègues, c'est bien ça, hein? Non, bien, allez-y, continuez. Continuez. Monsieur le Président, allez-y. nous faisons le travail sérieusement. Nous aussi, nous faisons. Vous nous envoyez les deux. Je ne sais pas pourquoi votre vice-présidente m'invective à chaque fois que je parle. Elle fait toujours des commentaires. Inscrivez-la, et puis elle pourra pouvoir parler quand vous allez lui la parole. Allez-y, monsieur. Je peux continuer? Oui, bien sûr. Merci, monsieur le Président. Vous parlez au nom de tout le monde, si j'ai compris. Allez-y. J'ai bien entendu. Bon, merci. La sérénité étant revenue, je vais continuer. Alors, je vous pose la question. Pourquoi dissimuler les informations dans les documents que vous nous avez transmis? Pourquoi? Une deuxième question. La deuxième question. Maintenant, nous avons regardé les postes. Il était annoncé qu'il y avait des postes qui devraient donc vraiment augmenter compte tenu du courage, de l'ambition qui était annoncée. Donc j'ai indiqué lesquels qui avaient augmenté. Les subventions à des tiers, publics et privés, augmentent considérablement. Les frais de personnel qui augmentent de 22%. Maintenant, regardons les autres postes. Malheureusement, les autres postes, c'est de la diminution, au contraire, que nous avons fait. Secteur de l'agriculture. Pourtant, nous avons voté un plan ici, à l'unanimité. Secteur de l'agriculture voit ses crédits de paiement s'effondrer de 7% entre le BP 2011 et le BP 2012. Moins 7%. L'agriculture, en crédit de paiement. Travail sur le crédit de paiement. La pêche et l'aquaculture, nous sommes une île. Et tous ici, nous étions unanimes pour reconnaître l'intérêt qu'il y ait l'école d'apprentissage maritime parce qu'il faut développer ce secteur-là. Le tirer vers le haut. Moins 29% en crédit de paiement entre budget primitif 2011 et budget primitif 2012. Moins 29%. Secteur du tourisme. Alors là, c'est là que j'étais un petit peu sidéré. Parce qu'il y a tant d'annonces faites. Tant d'annonces faites, le secteur du tourisme. Qu'est-ce que nous constatons? Entre le budget primitif 2011 et le budget primitif 2012, moins 4,3%. Mais j'ai poussé la curiosité à aller regarder les dotations du CMT. Le CMT avait reçu 7 millions d'investissements, 2 millions en fonctionnement. Cette fois-ci, c'est ce qui était annoncé, mais avec beaucoup d'éloquence par notre rapporteur des finances. 5 millions en investissement au lieu des 7. Et 2,80 millions pour le fonctionnement. Mais globalement, le tourisme, le secteur tourisme, malgré les augmentations, malgré les annonces, moins 4,3%, vous allez devoir vous expliquer là-dessus. Pour le sport, c'est la catastrophe. Ça diminue de moins 42,30%. Alors j'ai entendu que oui, l'Institut de formation métier du sport va se terminer. Les bâtiments ils vont être terminés. Les bâtiments que nous avions préparés vont être terminés. J'ai bien noté que le 2C2E s'inquiète, il n'y a rien pour son fonctionnement. mais que vous n'avez pas pris. Mais j'ai regardé pour la partie fonctionnement du sport. Ça diminue, hein? Bien. Ça diminue, les chiffres sont là. D'accord. C'est-à-dire les sommes qui sont mises à disposition des fédérations, des associations sont là. Les bourses pour les sportifs diminuent en crédit de paiement. Peut-être, vous allez me dire, vous allez vous rattraper en cours de DM. Mais en tout cas, je suis obligé, parce que c'est ça que la loi dit, comparer budget primitif. Mais je sais que ça fait mal. Mais non, ce n'est pas une question de faire mal. Vous parlez 1 heure de temps, les autres vont parler à quel moment? C'est ça le problème? Président, même dans le secteur... J'ai même laissé large, mais soyez respectueux un peu quand même. Si vous parlez 1 heure, 1 heure 30, les autres ne vont pas avoir le temps de parler. C'est un minimum de respect vis-à-vis de vos collègues. Même dans le secteur de la formation professionnelle, même dans ce secteur-là, qui fait l'unanimité, nous avons toujours annoncé, vous le mettez en numéro 1, vous annoncez la même chose. Mais je constate que les crédits de paiement diminuent de 2%. D'accord. Même là. La culture, qui a été présentée par la nouvelle gouvernance,
comme un secteur plein de promesses. Il y a beaucoup d'annonces, au point même, mais on va en parler tout à l'heure puisque j'ai vu qu'on veut faire une motion contre nous, au point même que les artistes martiniquais semblent transportés par ces illusions qui les autorisent à monter des comités pour attaquer notre collègue Louis-Félix Duville. Nous allons revenir tout à l'heure là-dessus. Je dis d'ores et déjà, je suis prêt pour la motion. Notre collègue, courageusement, en sa qualité d'électeur, a demandé aux autorités, d'abord à l'État, aux représentants de l'État ici, puis au Conseil d'État, de dire le droit, tout simplement, sans attaquer personne. Monsieur Marie-Saint, il y aura un débat tout à l'heure là-dessus. Je sais. Arrêtez d'abuser. Je vais intervenir. Veuillez conclure là-dessus. Je vais intervenir là-dessus. Mais écoutez, vous avez intervenu tout à l'heure dessus, donc restez sur le budget. En tout cas. Bien, veuillez conclure, s'il vous plaît. En tout cas, je constate qu'on a créé une illusion chez les artistes à l'arrivée, lorsque je compare les crédits de paiement au budget 2011 au crédit de paiement au budget 2012, c'est une glissade vers le bas de moins 34%. Moins 34% pour la culture. Puis en même temps, après tous les reproches que vous avez faits à Alfred Marie-Jeanne et aux Patriotes, même les reproches que la Chambre régionale des comptes fait à la ville de Fort-de-France sur le même thème, constate que vous n'avez pas prévu de provision pour risque. Donc vous ne couvrez plus aucun risque. Or, j'ai vu que nous avons servi de garantie ou fait des avances à une série de partenaires qui sont actuellement en difficulté. Où sont les prévisions pour risque? Voilà donc les principales observations que nous voulions faire, et sereinement, nous attendons vos réponses. Mais, compte tenu de l'incertitude sur certaines recettes, sur le manque de transparence, le manque de données, nous ne pouvons pas vous suivre, parce que ce budget ne nous paraît pas sincère. Merci. Merci beaucoup. Alors, je signale que M. Marie-Saint a parlé pratiquement 50 minutes. Une heure d'info locale, c'est le 19-20 sur ATV. De retour dans le 19-20, dernière partie. L'information est officielle depuis hier. C'est Jean-Philippe Nilor qui sera le candidat du MIMO aux législatives sur la circonscription du Sud, détenu jusque-là par Alfred Marie-Jeanne. Le leader du mouvement indépendantiste se présente, lui, sur le Centre-Atlantique. La Martinique aura-t-elle 2 députés patriotes? Verdict en juin prochain. En attendant, celui que l'on présente désormais comme le dauphin d'Alfred Marie-Jeanne explique ses motivations face à Jean-Marc Pulvar. 3 questions à Jean-Philippe Nilor. C'est tout de suite dans le 19-20. Jean-Philippe Nilor, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir M. Pulvar et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui justifie la candidature Nilor dans le Sud? Est-ce que c'est le résultat d'une élection interne au MIM? Ah non, il n'y a pas eu d'élection interne. Il y a eu tout simplement une grande consultation pendant 3 mois. Nos militants, nos sympathisants ont donné leur avis et puis cette décision de ma candidature dans le Sud et celle d'Alfred Marie-Jeanne dans le Centre-Atlantique est ressortie très majoritairement, oui. On peut dire qu'il y a une adhésion massive sur ce choix-là. Il n'y avait pas d'autres candidats? Non, il n'y avait pas d'autres candidats, non. Vous étiez le seul? C'était soit Nilor ou soit Marie-Jeanne dans le Sud. Et voilà, c'est tout. On a choisi d'aller sur les 2 fronts et de permettre ainsi à notre parti d'insuffler quelque chose de nouveau dans le débat politique et puis d'assurer surtout la pérennité, d'assurer le passage de témoins, d'assurer une certaine relève pour permettre que le combat soit mené par les générations actuelles et à venir. Alors vous avez fait la manifestation hier à Sainte-Luce, présenter votre candidature de manière, on va dire, officielle. Oui. Est-ce que cette manifestation correspondait à ce que vous aspirez Oui, très sincèrement. C'est même aller au-delà parce que il y avait pas... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Il y avait quand même près de 1000 personnes rassemblées, des gens de toute la circonscription, des jeunes, des moins jeunes,
des gens qui ont fait l'effort, malgré les problèmes de carburant, de venir. Et puis il y avait un soutien vraiment très, très franc, très sincère, très massif. Il y avait beaucoup d'émotions. Notamment, nous avons eu une intervention magistrale d'une jeune de Sainte-Luce qui a 16 ans et qui a véritablement enflammé le peuple qui était présent. Donc je peux dire que cette manifestation d'hier est allée au-delà de mes espérances. Oui. Et ça m'a conforté, bien évidemment, dans ma détermination, dans la force que je ressens, moi. Oui. Vous êtes déjà conseiller général, conseiller régional, vous voulez être député demain. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous allez abandonner votre projet de conquérir la mairie de Sainte-Luce? Puisqu'on parle de non-cumul de mandat. Qui parle de non-cumul de mandat? Il y a François Hollande, un des candidats. Un des candidats, mais permettez que je ne laisse pas la pensée de François Hollande me diriger aujourd'hui. S'il est élu, il fait passer son texte. S'il est élu et qu'il fait passer son texte, parce que ce ne sera pas la première fois qu'un homme politique arrive avec des idées et qu'il ne soit pas en mesure de les faire passer. Donc, vous n'y croyez pas? Premièrement, la victoire de François Hollande n'est pas acquise. Il ne faut pas que les journalistes laissent entendre qu'un candidat a déjà gagné. En matière d'élection, on ne peut jamais prévoir. C'est une hypothèse. Dans cette hypothèse, mais si M. Hollande est élu et qui fait passer sa loi, nous allons aviser. Et, en tout cas, sachez que pour moi, Sainte-Luce reste une priorité. On va parler de l'efficacité d'un député à Paris. Citez-moi un exemple d'intervention clé qui aurait fait bouger ce pays. Il y a beaucoup sur la mandature passée. Oui, il y a beaucoup d'interventions de tous les députés au quotidien. Il n'y a pas que les grandes lois, etc. Il y a un travail en commission notamment qui est fondamental. Mais s'il faut citer un exemple, je dirais la création de l'Assemblée unique de Martinique. Ça a été une volonté qui a été un travail qui a été mené notamment par Alfred Marie-Jeanne en tant que député de Martinique. Et je crois que ça nous a permis au moins de nous prononcer en janvier 2010 sur ce que nous voulions pour l'évolution institutionnelle de la Martinique. En question d'actualité, la situation financière des hôpitaux, en très grande difficulté. Les députés vont à Paris et disent qu'ils ne sont pas écoutés. Pas plus les députés que les présidents de région, que les directeurs d'hôpitaux. Vous savez, c'est normal? Mais non, ce n'est pas normal. Mais lorsque nous avons affaire à un gouvernement qui est atteint de cécité et de surdité, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que le député est inutile complètement. Mais le député n'a pas tous les moyens de décision. Qu'est-ce qui lui manque? C'est quelqu'un qui intervient essentiellement sur la loi. Sur les lois, les règlements. Un jeune qui veut être député, alors qu'est-ce que vous allez apporter de plus pour faire bouger les choses? Alors premièrement, sur cette histoire de jeunesse, je pense qu'il faut arrêter un petit peu. Certes, je suis jeune, si vous voulez. Vous serez nouveau dans la fonction. J'ai 46 ans. Donc jeune dans la fonction. Nouveau dans la fonction, oui. Pas des jeunes en politique. Mais déjà expérimenté parce que je suis attaché parlementaire d'Alfred Marie-Jeanne depuis 15 ans. C'est-à-dire le travail de député, je le pratique professionnellement comme assistant du député depuis 15 ans. Donc on ne peut pas parler d'inexpérience en la matière. Je crois que dans la longue liste d'adversaires que je compte sur la circonscription du Sud, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. Vous êtes 12 dans le Sud. Oui. 12, c'est beaucoup, mais c'est bien, c'est la démocratie. Mais dans cette liste-là, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire autant, qui peuvent se prévaloir d'une telle expérience et d'une connaissance du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Depuis 2001. Et au Conseil général, j'ai été pendant longtemps le président de la commission des textes et des lois. Au Conseil régional, je suis l'un des animateurs de cette commission. Donc, les questions législatives, je les maîtrise un tant soit peu. Alors, je disais qu'il y avait 12 candidats dans le Sud, dont 2 du RDM, un 3e ami du RDM, et vous. On savait que vous étiez tous, on va dire, vous étiez en rang serré pour reconquérir le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette élection ? Mais il ne s'est rien passé du tout. Chacun se présente et chacun a le droit de se présenter. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe à l'intérieur du RDM. Je ne suis pas le mieux placé pour ça. Il faut interroger les dirigeants du RDM. Vous préférez avoir une candidature unique dans le Sud?
pour taper très fort et gagner. Mais ça ne va pas nous empêcher. La multiplicité des candidatures ne va pas nous empêcher de taper très fort. Vous verrez, on va prendre rendez-vous et si vous venez sur le terrain, vous allez voir que je bénéficie d'un soutien très fort de la population de toutes les communes de Martinique. Donc je peux entretenir des espoirs légitimes de victoire, quelle que soit la qualité des candidats qui sont en face. Et je tiens à imprimer un état d'esprit dans cette campagne-là. Et il y a beaucoup de candidats, je les respecte tous. J'y compte des amis personnels, des amis politiques aussi, avec qui nous sommes liés par un accord de désistement au deuxième tour, pour celui d'entre nous qui serait arrivé en tête. Mais en tout cas, je ne compte pas d'ennemis dans cette campagne-là. Très propre, pas de jeu. Mais bien sûr, c'est ce que j'espère. Pas de dénigrement, pas d'attaque personnelle. Enfin, qu'on s'oppose véritablement sur des idées, sur des propositions, sur des profils, pourquoi pas. Mais pas sombrer dans le spectacle que nous avons tendance à donner depuis quelques années. Je dis nous, je me mets dedans et qui n'encourage pas non plus les jeunes à s'intéresser à la politique et surtout qui ne donne pas une super image de la politique, de la chose politique. Or, je considère que la politique, c'est quelque chose de beau, de noble. Parce qu'il s'agit de quoi, en fait? De se mettre à disposition de son peuple, de privilégier une trajectoire collective à une trajectoire individuelle. C'est ça. L'acte politique, c'est un acte de désintéressement. Donc, je regrette que ce ne soit pas cette image-là qui soit véhiculée, y compris par certains hommes et certaines femmes politiques. Nous aurons l'occasion de reparler. La campagne électorale, la pré-campagne a commencé. Nous avons encore de longs mois devant nous. Jean-Philippe Nilor, merci. Merci, mais ça s'est terminé très vite. Bonne soirée. Merci, à vous aussi. Bonsoir à tout le monde. Et à très bientôt. Merci. Les opticiens. D'unité du camp patriotique hier matin à Sainte-Luce lors de la présentation de la candidature de Jean-Philippe Nilor pour les législatives dans la circonscription du Sud. C'est dans une salle bondée en présence des élus du Palima, du Modémas, du CNCP et bien sûr du MIM que s'est déroulée la manifestation. Un meeting qui lance la campagne des patriotes martiniquais pour les législatives. Alain Livory, André Kionkion. Tout un symbole, ce passage de témoin entre Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor. Ce dernier aura la lourde tâche de reprendre le flambeau du leader du MIM dans le Sud. Jean-Philippe Nilor sait que le chemin vers la victoire sera difficile. Le risque n'est pas si grand que ça. Et vous verrez, vous avez vu la mobilisation aujourd'hui des gens de toutes les communes de la Martinique. Et pas seulement des militants classiques, mais bien au-delà. Et j'entends mobiliser, j'entends rassembler. Il ne faut pas attendre de moi d'avoir exactement le même comportement, le même caractère, le même charisme qu'Alfred Marie-Jeanne. Il a des qualités innombrables, mais j'en ai aussi certaines que je vais mettre en avant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alfred Marie-Jeanne en a profité pour officialiser sa candidature dans la circonscription du Centre Atlantique. Pas de coup de poker selon lui, mais une décision bien réfléchie. Si la circonscription du Sud était restée la même, je serais resté là. Mais la circonscription du Sud a été amputée de deux bonnes communes, à savoir le François et le Robert, dans lesquelles, je dois dire objectivement, nous faisions bonne élection, mauvaise élection, 8000 voix. Comment voulez-vous que je puisse regarder ça sans réagir convenablement? Et pour mobiliser les troupes, le leader du MIM n'hésite pas à lancer un SOS. Il faut continuer à avancer. C'est pourquoi nous sommes là. C'est un appel, un SOS que nous vous lançons. Les patriotes qui ont un accord de désistement mutuel au second tour avec le RDM lancent à travers ce meeting leur campagne pour les législatives. 4 candidats, Marcelin Nadeau dans le nord, Francis Carole dans le centre, Alfred Marie-Jeanne dans le centre atlantique et Jean-Philippe Nilor dans le sud. Marin, c'est Anne. De la politique maintenant avec les prochaines législatives. C'est dans une ambiance survoltée ce matin à Sainte-Luce que le MIM présentait son candidat sur la circonscription du Sud.
Nous vous l'annoncions déjà la semaine dernière, c'est Jean-Philippe Nilor qui a été choisi pour représenter le parti indépendantiste dans la course à la députation. Il tentera ainsi de succéder au député sortant Alfred Marie-Jeanne. Objectif de la matinée, afficher le soutien total du mouvement à son candidat Clémence Moisard. Drapeau à la main, l'agitation est palpable. Jean-Philippe Nilor vient se présenter devant les militants. L'objectif, rappeler ses ambitions politiques. Les cibles principales, ce sont les personnes les plus vulnérables en Martinique. Les jeunes qui sont en désespérance, les personnes âgées, les personnes handicapées qui sont souvent laissées pour compte. Nous allons pour la victoire tout en respectant nos adversaires. Je tiens à marquer cette empreinte-là, que cette campagne-là soit une campagne de respect mutuel. J'ai des adversaires, j'ai des concurrents, mais je n'ai pas d'ennemis. L'ancien député du Sud était aussi présent pour soutenir avec confiance son possible successeur. Il est compétent, il est jeune, il est expérimenté, c'est le candidat qu'il nous faut. La stratégie a été élaborée. Alfred Marie-Jeanne se présente en conscription du Centre-Atlantique et Jean-Philippe Nilor dans le Sud. Un moyen d'étendre l'influence du MIM sur la Martinique. C'est un enjeu très important, très positif. Et je compte sur les électeurs et les électrices martiniquais, toutes catégories confondues, pour tirer ce pays de la gangrène où on l'a plongé. Pas de regret apparent de voir Alfred Marie-Jeanne se présenter ailleurs. Au contraire, les militants présents aujourd'hui semblent avoir toute confiance en ce jeune successeur. Jean-Philippe, c'est un jeune, c'est la relève quand même pour le pays. Et puis c'est une stratégie politique. Ceux qui sont là, il y a des patriotes de toutes les communes du Sud qui sont tous là pour Jean-Philippe Nilor aujourd'hui. C'est en fin de mois que le président du MIM confirmera sa candidature sur le Centre-Atlantique. L'occasion pour le leader de relever un nouveau défi. Une heure d'info locale, c'est le 19-20 sur ATV. De retour dans le 19-20, dernière partie. Il faut être constant dans la lutte que nous menons. Voilà en substance le message adressé par Francis Carole à Serge Letchimy. Selon le leader du Palima, le député du centre, très virulent à l'encontre de Claude Guéant, s'était en d'autres temps, affirme-t-il, montré moins véhément à l'égard notamment de certaines déclarations de Nicolas Sarkozy. Celui qui est aussi candidat aux législatives dans le centre s'explique face à Jean-Marc Pulvar. 3 questions à Francis Carole. C'est tout de suite dans le 19-20. Francis Carole, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Pulvar. Comment vous analysez la sortie de Serge Letchimy à Paris? Est-ce que c'est un coup politique pour faire parler de lui? Ou bien est-ce que vous considérez qu'il a posé un problème de fond? Je veux dire plusieurs choses. C'est une lutte importante, toutes les dérives que nous observons aujourd'hui. Je le dis parce que je suis très à l'aise. Nous avons empêché à Le Pen d'atterrir à 2 reprises en Martinique. Nous avons ensuite été à l'initiative, le Palima et la CDMT, de la lutte contre la loi sur le rôle positif de la colonisation. Et récemment, au mois de mai 2011, je sortais une lettre du Palima où j'additionnais toutes ces petites phrases qui sortaient et qui montraient bien qu'il y avait un malaise profond dans la société française. Seulement, ce que je peux reprocher aux députés du centre, c'est de ne pas être constant dans cette lutte. Parce que j'ai entendu des déclarations qui sont aussi graves, comme la fameuse déclaration de Sarkozy disant que l'homme africain, je cite, n'était pas entré dans l'histoire. En 2007, à Dakar. J'ai entendu très peu de réactions. J'ai entendu aussi M. Sarkozy dire, par exemple, que Finkielkraut, qui avait tenu des propos racistes, le philosophe, c'était l'honneur de la France. Alors je dis, bien entendu, il faut protester, mais il faut être conséquent dans la lutte. Et je considère que dans un pays comme le nôtre, la lutte contre ces dérives, c'est aussi la lutte contre la colonisation. Alors ce que j'ai pu observer, par contre, très rapidement, c'est que j'ai observé que les socialistes dont se revendique M. Letchimy le soutiennent du bout des lèvres. Et je ne sais pas si vous avez été attentif à l'argument sorti par les socialistes pour essayer de défendre, entre guillemets, Serge Letchimy. Ils disent la même chose, à savoir que c'est un homme blessé. Autrement dit, ce qui est pris en compte dans le débat, ce n'est pas sa dimension intellectuelle, mais une dimension essentiellement émotionnelle. Et cela montre bien que les socialistes sont pressés d'enterrer cette affaire. Donc, pour revenir à cette question, est-ce que selon vous, il appartenait à Serge Letchimy de poser le problème qu'il a posé? Cette question est posée par beaucoup d'élus, beaucoup de citoyens, beaucoup d'associations depuis une dizaine de jours. Alors qu'un député martiniquais
en disent quelque chose, il n'y a là rien d'exceptionnel, rien de répréhensible quant au fond. Quand Garcé Malsa propose de ne pas recevoir, de ne pas accueillir, discuter avec Claude Guéant, vous êtes d'accord avec lui ou vous allez accompagner Garcé Malsa? Je vois qu'il y a dans tout cela, je pense qu'il faut être conséquent. Moi, dans toute ma trajectoire politique, j'ai été conséquent. Il y a 2 poids, 2 mesures. Sarkozy dit des choses tout aussi graves, ou plus graves. Or, je vois que les mêmes qui accusent Guéant ont les meilleurs rapports avec M. Sarkozy, et chaque fois qu'il vient à Martinique, il lui déroule le tapis rouge. Et quand c'est un sous-fifre, bien moins populaire, eh bien on a des réactions. Je pense qu'il faut avoir les mêmes réactions. De collectivités. Oui, mais je pense qu'il faut avoir la même réaction vis-à-vis de Sarkozy. C'est-à-dire où on dénonce ces dérives, et il faut les dénoncer jusqu'au bout, mais les dénoncer de cette manière, dans le contexte actuel, cela peut être interprété aussi comme une manœuvre et essentiellement... Vous allez en parler avec Garcé Malsa, lui dire qu'il a tort? Non, je n'ai pas dit à Garcé Malsa qu'il a tort, il est plus âgé que moi. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes conséquents. Nous avons toujours mené une lutte constante contre le racisme, contre le fascisme, de manière permanente. Donc je suis très à l'aise pour le dire. Mais en même temps, ce que je dis, c'est qu'il faut être conséquent dans les luttes que nous menons. Je ne le dis pas pour Garcé Malsa, dont je connais la conséquence dans ces luttes, mais je le dis d'une manière globale. Alors, vous êtes candidat dans la circonscription centre de Martinique. Est-ce que c'est une candidature pour profiter d'une tribune ou parce que vous avez vraiment des idées à défendre? Alors, et on va à des élections au moins parce qu'on a des idées, sinon on reste chez soi. On va pêcher des... On peut se présenter, non, je ne suis pas de ce genre, vous le savez très bien. Et mon engagement politique est un engagement de conviction depuis de très longues années. J'aurais pu faire autre chose, aller dans des partis où les choses sont plus douces, plus faciles. J'ai renoncé à cela parce que j'ai une conviction pour mon pays. Alors, vous savez que la circonscription réclame un changement aujourd'hui? Je crois que d'une manière générale, Fort-de-France il y a une équipe à la tête de Fort-de-France depuis plus de 50 ans. On parle d'élections législatives, là? Oui, nous parlons d'élections législatives. Et même d'élections législatives depuis plus de 50 ans. D'accord? Parce que les élections législatives existent depuis très longtemps. Depuis après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des élections au suffrage universel. Il faut écarter le PPM de la circonscription. Non, je ne dis pas ça parce que je ne viens pas contre des gens. Mais je pense que quand une équipe est restée aussi longtemps à la direction des affaires, il y a beaucoup de manifestations d'antidémocratisme. Je prends un exemple très simple. La Chambre régionale des comptes vient de rendre une analyse de la situation financière de Fort-de-France, qui montre une situation extrêmement grave. Alors ce n'est pas, bien entendu, dans le cadre des élections législatives, mais vous savez, vous comme moi, qui êtes un observateur attentif, que lorsqu'on fait des élections, évidemment, il faut dire ce qui est de la compétence des députés de la région, de la municipalité, mais aussi on a une approche politique globale. Et ce que je peux dire d'une manière générale, c'est que la situation à Fort-de-France est quand même grave. Et je prends très au sérieux ce qui s'est passé à Sainte-Thérèse, où des jeunes se sont révoltés. Et ce n'est pas parce que... au maire ? Je pense qu'il y a une responsabilité de la municipalité parce que c'est sur la décision de la municipalité que la préfecture avait pris la décision de fermer cette boutique alors qu'on aurait pu procéder autrement. D'ailleurs, après, une fois que les jeunes ont contesté, on a procédé autrement. Je crois qu'il y a un véritable malaise à tous les niveaux et qu'il faut envisager là aussi un changement d'équipe. Et quand vous sillonnez les différents quartiers de Fort-de-France, on vous parle de ce changement? Alors, des gens nous disent qu'il faut un changement. Des gens ne comprennent pas, par exemple, qu'ils aient élu un maire en la personne de Letchimy, et puis après, on retrouve quelqu'un pour qui on n'a pas voté, en tout cas pas dans le poste de maire. Il était sur la liste, mais en tout cas, lorsque vous conduisez une liste, eh bien, dans la tête des électeurs... Serge Letchimy a trahi Fort-de-France? Je n'emploie pas de grands mots. Césaire disait que tout ce qui est excessif était vrai. Je dis qu'il y a quand même un comportement qui ne fait pas toujours honneur à des engagements pris par l'actuel président de région. On a vu que Serge Letchimy était hésitant, on l'a entendu sur RCI, on l'a vu dans France Antilles. Vous souhaitez vraiment vous aurez souhaité l'affronter, en tout cas, surtout lui? J'affronte celui ou celle qui vient en face de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas d'obsession sur les individus. Je n'ai pas d'obsession. Pour moi, Serge Letchimy est un candidat comme n'importe quel autre. Je vous rappelle simplement ceci, Marc Pulvar, mais vous le savez, parce que vous êtes un vieux journaliste, un ancien journaliste, un observateur de la vie politique. Vous savez très bien que
nettement plus jeune que Serge Letchimy, nous avons une expérience politique beaucoup plus solide que la sienne, et que ce soit lui ou un autre, nous l'affrontons. Nous voulons un véritable débat d'idées sur Fort-de-France, d'une manière générale. Une dernière question, vous êtes aussi conseiller régional. Comment se passe votre intégration dans le groupe des patriotes et sympathisants? Tout se passe bien? Tout se passe bien, c'est-à-dire que je pense que d'une manière générale, dans le cadre... Ça vous est profitable, à vous personnellement? Ce qui m'intéresse, c'est intéressant. Le Palima a sa propre action, a sa propre dynamique. J'ai toujours considéré qu'il fallait que le Palima ait sa propre dynamique, et le Palima a sa propre dynamique. Mais dans des configurations comme les élections régionales, il faut absolument des regroupements. Et pour peu que ceux qui sont ensemble se respectent, travaillent ensemble, prennent des décisions ensemble, eh bien, je pense que tout se passe pour le mieux. Mais évidemment, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer, il faut aussi être dans un mode projet alternatif pour la Martinique, parce que je suis convaincu qu'en 2014, les choses vont changer en Martinique. Ce que nous verrons donc dans les prochaines semaines, puisque vous êtes candidat et que nous aurons l'occasion de vous réentendre, Francis Carole. En tout cas, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Le 19-20, toute l'info locale sur ATV. Bon train sur la stratégie des patriotes pour les législatives de juin prochain. Pour tenter de démêler la vérité de la rumeur, sans détour, Jean-Marc Pulvar interroge le secrétaire national du MIM, Daniel Marie-Sainte, qui est aussi conseiller régional d'opposition, répondra également sur quelques dossiers concernant la gestion des affaires de la région. 3 questions à Daniel Marie-Sainte, c'est tout de suite dans le 19-20. Daniel Marie-Sainte, bonsoir. Bonsoir, M. Pulvar. François Hollande a lancé sa campagne électorale au Bourget. Nicolas Sarkozy a tenu un discours à Cayenne. Est-ce qu'il y a dans ces 2 discours quelque chose qui vous a séduit? Non, vous savez, au MIM, nous n'avons pas l'habitude de nous mélanger aux élections présidentielles. Nous respectons trop le peuple français. Il y a un peuple martiniquais, un peuple français. Le peuple français choisit librement son président. Nous n'allons pas nous prononcer. Et ensuite, nous entamons des négociations, des discussions avec le président, quel qu'il soit, que le peuple français ait élu. Mais en tant que responsable politique, est-ce qu'il y a quelque chose de crédible à travers ces 2 discours? Non, j'écoute ce que dit le président, là, ou les candidats, comme j'étudie ou j'analyse ce que disent les présidents des candidats aux États-Unis. Parce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, c'est la prime de 20% dans la perspective de la collectivité unique, cette prime de 20% qui a été mise en place. Oui, hélas, vous savez, les lois qui concernent la Martinique se font toujours à 7000 km et le législateur a prévu un mode de scrutin qui ne nous convient pas. Mais nous espérons continuer la lutte pour faire modifier cela, parce qu'évidemment, nous sommes obligés à chaque fois de nous retourner en face vers le législateur français pour voir si on peut rendre ces élections pour la collectivité unique un peu plus démocratiques, plus soucieux du respect de tous les courants politiques qu'il y a dans notre pays. Si vous étiez majoritaire en ce moment, est-ce que vous auriez demandé la suppression de cette prime de 20%? Nous avons toujours été contre les primes. Vous savez, nous en avons bénéficié en 2004. Elle était de 25%. Et le président du MIM, Alfred Marie-Jeanne, a toujours dénoncé parce que c'est une prime qui exclut. Donc, nous étions bénéficiaires contre nos volontés. On va parler d'élections locales. Ça semble vous intéresser davantage. Élections législatives dans 6 mois. On parle beaucoup de la candidature d'Alfred Marie-Jeanne, de la circonscription centre. Probable, pas probable. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? D'abord, je préfère dire les élections martiniquaises. Et c'est pour cela que nous y participons. Non, nous sommes, au niveau du MIM, nous avons entrepris une grande discussion interne et nous discutions aussi au sein des amis du camp patriotique, mais également au-delà, avec le camp de la responsabilité. Donc les discussions sont en cours et vous saurez en temps et en heure où nous soutiendrons des candidats dans chacune des circonscriptions. Parce que nous comptons soutenir des candidats, les présenter ou les soutenir dans les 4 circonscriptions. Qu'est-ce qui justifie une telle stratégie de voir Alfred Marie-Jeanne venir dans la circonscription Centre-Atlantique, si c'est le cas? Je sais que vous faites beaucoup de pronostics, que je vous entends sur la radio, vous faites beaucoup d'analyses. Le MIM n'a pas encore rendu officiel
le choix des candidats dans les différentes circonscriptions. Vous saurez ça bientôt. Des discussions totalement en cours. Nous avons de grand respect pour nos partenaires. Pour nous précipiter à aller annoncer des choses, nous continuons les discussions. Alors, mais nous serons présents aux législatives. Une question qui vous concerne plus personnellement. Est-ce que vous êtes candidat aux législatives? J'ai préféré me réserver pour à la fois la collectivité unique, mais surtout pour les municipales au Lamentin. Parce que comme ça, on ne peut pas cumuler. Tout à fait, parce qu'il y a une question. Je suis déjà conseiller municipal, conseiller régional, et bien, je vais continuer à me battre sur ces deux fronts-là. Il y a une question qui m'interpelle. Vous êtes justement prétendant à la mairie du Lamentin, donc vous devez mener des combats sur le front lamantinois. J'ai presque envie de vous demander pourquoi pas vous au Lamentin? Pourquoi Alfred Marie-Jeanne? Alors, vous savez que le Lamentin fait partie d'une grande circonscription. Il n'y a que Fort-de-France qui a le privilège d'être une circonscription à elle toute seule. Le Lamentin a été intégré dans une circonscription que nous appelons Centre-Sud de l'Atlantique, dans laquelle il y a le Robert, il y a le François, il y a le Gaumont, il y a Trinité. Mais moi, je circonscris ma lutte sur le terrain au Lamentin. Malheureusement, il n'y a pas une grande couverture médiatique de ce que nous faisons dans les quartiers du Lamentin. Vous êtes là ce soir, profitez-en. Mais au conseil municipal, nous menons du combat. Par exemple, nous sommes solidaires ces jours-ci des familles qui habitent dans une résidence qui s'appelle Casa Granda, et pour lequel les promesses que la municipalité du Lamentin et que la Sémanville avait faites ne sont pas tenues. Elles sont déçues, elles sont obligées d'aller au tribunal pour faire réclamer leurs droits. Mais nous sommes solidaires d'elles. Ça se passe dans un quartier du Lamentin. Bon, j'ai envoyé des communiqués à la presse, ça n'a pas eu l'air d'intéresser beaucoup les journalistes. Mais en tout cas, peut-être. Mais le combat se fait là pour moi au Lamentin. Je reviens aux législatives. Pourquoi pas vous, justement, sur la circonscription Centre-Atlantique, vous qui êtes le fer de lance, le chef de file, le président des Patriotes au Conseil régional, et qui avait des prétentions sur la mairie du Lamentin? Mais je ne vois pas là. Évidemment, je vous ai dit, je n'ai pas des prétentions, je suis candidat. Je suis candidat au municipal du Lamentin qui a eu lieu en 2014. Et cela, c'est un combat qui se fait sur le terrain au Lamentin. Les militants lamantinois n'ont préféré que nous labourons le terrain au Lamentin. Est-ce qu'ils vous ont sollicité? Mais je n'ai pas été candidat à la candidature. Je ne suis pas candidat à la candidature, parce qu'on aurait pu penser que Alfred Marie-Jeanne aurait pu avoir quelque chose contre vous. Il s'est proposé lui et pas vous. Ben non, Alfred Marie-Jeanne s'est proposé pour être candidat aux législatives, et les militants en débattent, et nous débattons avec nos amis politiques pour savoir où chacun présentera des candidats. Vous êtes donc le président des Patriotes au Conseil régional, avec une opposition qui est, dit-on, très dure. Donc, il fait son travail. Qui fait son travail. Travail de vigilance. Et actuellement, nous menons un combat pour la transparence, parce qu'il y a une certaine opacité. Vous voyez, c'est pas facile d'avoir des informations. C'est même pas facile de s'exprimer en plénière. Il faut qu'à chaque fois que nous nous battions, vous étiez témoins de cela lors des deux dernières plénières, on veut toujours limiter notre droit à la parole. Dans une plénière qui se termine à minuit, tout le monde a droit à la parole, non? Les plénières se terminent à minuit au Conseil régional. Oui, mais il faut se battre. C'est du jamais vu. Alors, non, on y travaille beaucoup. Sur chacune des questions, nous avons à nous exprimer. Et évidemment, comme nous sommes nombreux voulant s'exprimer, finalement, ça prend un certain temps. La démocratie, c'est un temps. Il faut la discussion, le débat. Et comme c'est public, pour que le peuple puisse être au courant de tout ce qui se mène là, que ce n'est pas des tractations dans le dos du peuple. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas actuellement au Conseil régional? Mais j'ai dit, d'abord, il n'y a pas suffisamment de transparence. Et la manière dont les choses se font, on raconte des histoires au peuple. Par exemple, cette histoire d'audit qu'on a fait en choisissant des cabinets unilatéralement. Je ne dis pas que c'était fait illégalement. Mais nous aurions fait choisir les cabinets par la commission d'appel d'offres et non pas le président tout seul. Bref. Mais en plus, c'est un audit qui était partiel et partial. Pourquoi? Parce que, vous savez, un cabinet d'audit ne travaille qu'avec les documents qu'on lui donne. Mais on lui a caché un certain nombre de recettes exceptionnelles et imprévues. Il n'a pas pu intégrer ça dans les comptes. Puisque, je vous renvoie à deux documents, le budget supplémentaire 2010 et le budget supplémentaire 2011 ont chacun d'entre eux dû prendre en compte des recettes exceptionnelles inattendues qui ont été générées par la gestion de Marie-Jeanne. Alors ça fait de mémoire 11 millions en 2010, 15 millions en 2011, 26 millions. Mais ça couvre largement la présomption de déficit qui serait de 13,7 millions et que nous contestons. Que vous allez largement expliquer pendant la campagne électorale, certainement de juin prochain. Vous allez certainement revenir sur ce dossier.
Nous sommes déjà beaucoup expliqués et chacun des Martiniquais qui n'aura pas bien compris, qui se sera laissé berner, va recevoir les informations. Nous portons la parole au peuple comme nous avons l'habitude de le faire. Et le peuple tranchera en juin prochain. Évidemment, sur cette question-là. Mais c'est toujours cela. C'est la parole, c'est le peuple qui l'aura. La parole au peuple, c'est le mot d'ordre du mime. Merci Daniel Marissien, très bonne soirée. Je vous remercie, M. Pellevan.